Quelle issue au conflit anglophone qui secoue le Cameroun depuis maintenant 3 ans? Les combats entre séparatistes et l'armée sont quasi quotidiens. Mercredi dernier, encore 2 militaires ont été tués par les séparatistes. C'était à Bamenda. C'est l'une des 2 régions anglophones que compte le pays. Notre invité pour en parler, c'est vous, Paul Atanga. Vous êtes ministre de l'administration territoriale au Cameroun. Alors pour nos téléspectateurs, c'est l'équivalent du ministre de l'Intérieur. Monsieur Atanga, le Premier ministre, a été en tournée dans les régions anglophones ces derniers jours. Il y a porté le message du président Paul Biya. Tous les sujets pourront être débattus, ce sont ces mots, mais à l'exception de la question de la sécession. Le président camerounais se dit donc prêt au dialogue. Alors, monsieur Paul Atanga, est-ce qu'il n'aurait pas fallu commencer par ça ? Oui, je vous remercie, mais je tiens à dire que le dialogue a commencé il y a 2 ans. Le président a prescrit le dialogue au gouvernement depuis 2 ans et ce n'est pas aujourd'hui que ce dialogue commence. Mais à l'époque, c'était seulement une crise sociale. Il n'y avait pas autant, le conflit n'avait pas pris cette ampleur. Il n'était pas meurtrier à l'époque. Bien sûr, parce que en fait, ceux qui prétendaient nous brandir des revendications corporatistes avaient un agenda caché qui devait déboucher sur autre chose. Voilà pourquoi, dès le départ, le président de la République a pris à bras le corps et il a prescrit des mesures salutaires qui nous ont permis, n'est-ce pas, à la fois de répondre aux revendications fondées des enseignants et des avocats, mais de prévenir le débordement. C'était ça l'essentiel. Donc je peux dire aujourd'hui que ce que le message du Premier ministre qui était à Bamenda et qui vient de séjourner à Buea rentre en droite ligne de ce que le chef de l'État a toujours dit. Nous pouvons discuter de tout. Vous avez des doléances. D'ailleurs, le président Paul Biya a dit depuis 1983 qu'on ne doit pas emprunter le chemin de la brousse, le maquis, pour exprimer ses opinions. Donc le Cameroun, c'est un pays ouvert où les gens s'expriment librement. Donc je ne comprends pas pourquoi les gens devaient emprunter, n'est-ce pas, un chemin tordu, c'est-à-dire les armes pour des revendications qui auraient pu être discutées à l'interne. Donc je crois que le Premier ministre dit ce que le chef de l'État a toujours dit. Nous dialoguons. Alors, comment justement, Monsieur le ministre, comment dialoguer alors que les principaux leaders de cette région séparatiste sont aujourd'hui enfermés, ne peuvent pas participer à cet appel à dialoguer? Alors comment dialoguer sans les principaux concernés? Les principaux concernés, je dis d'abord que c'est des Camerounais égarés, c'est des imposteurs qui ont pris les armes contre la République. On dialogue avec des gens qui sont prêts pour un dialogue. On ne dialogue pas avec ceux qui ont le sang entre les mains. Il y a des exactions qui ont été commises. Il y a des enfants qui ont été tués. Il y a des écoles qui sont fermées. Il y a des forces de défense et de sécurité qui ont été brutalisées. Et à notre grande surprise, la communauté internationale ne parle pas assez de ces exactions-là. Mais alors, je dis que malgré ces exactions, le gouvernement a toujours travaillé dans le cadre de l'apaisement. Voilà pourquoi il y a l'ancien Premier ministre qui avait déjà amorcé ce dialogue. Le nouveau Premier ministre, aussitôt nommé, a été instruit par le chef de l'État de descendre et de prêcher le paix, la réconciliation et le dialogue. En disant que nous sommes des Camerounais, débattons, ne combattons pas. C'est ça le message du chef de l'État. Alors donc, moi je pense que quand vous parlez il n'y a pas de leader, mais ceux qui passent pour des leaders anglophones, est-ce qu'ils ont eu mandat? Qui leur a donné mandat de parler? En tout cas, ils ont pris la parole pour ceux qui avaient des revendications dans ces régions-là. On ne peut pas non plus dire qu'ils ne représentent pas les revendications des séparatistes dans ces régions. Ce dont nous considérons... C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ils ont été jugés cette semaine. Ils ne sont pas présentés au procès, mais en tout cas c'est la raison pour laquelle ils sont aujourd'hui jugés. Alors le Cameroun est un état de droit. Ceux qui peuvent parler au nom du peuple, c'est les élus locaux, c'est les députés, c'est les maires, c'est les chefs traditionnels, c'est ceux qui dirigent les organisations syndicales et autres. Mais ceux qui n'ont pas de statut et qui du jour au lendemain, n'est-ce pas, sortent du lot en disant que nous revendiquons ceci. Moi, nous disons que c'est des imposteurs. Et puis ils ont été pris dans leur propre piège, ils ont commis des infractions, ils sont entre les mains de la justice. La justice va suivre son cours. Mais cependant, le président dit que nous allons dialoguer, on va discuter avec on va poursuivre ce dialogue. C'est un dialogue qui a commencé il y a 2 ans, je le rappelle, à chaque instant. Nous parlerons de tout, mais nous ne parlerons pas de la forme de l'État. Alors, puisqu'il faut parler de tout, Monsieur le ministre, cette crise est aussi une crise humanitaire, il faut le dire. Pour la communauté internationale, il y a plus de 1800 morts, pas moins de 400 000 déplacés, toujours selon les Nations Unies, et 35 000 réfugiés au Nigeria voisin. Est-ce que vous comprenez l'inquiétude des Nations Unies aujourd'hui? Alors ces chiffres, c'est des chiffres erronés. Je voulais vous dire directement, je veux corriger les chiffres. C'est-à-dire, j'ai lu le rapport de Human Rights Watch et International Crisis Group. Vous contestez ces chiffres qui ont été
a 152 000 réfugiés internes au Cameroun. Et sur les 152 000, le gouvernement, à travers le plan d'assistance d'urgence mis en place par le chef de l'État, s'est occupé de près de 90 000 déplacés internes. Et aujourd'hui, je peux vous dire, à la faveur du camp qui revient progressivement, ces populations sont en train de rentrer dans leur localité. Donc je voudrais tout de suite dire que vraiment ces chiffres, c'est un chiffre erroné. Ceux qui avancent le chiffre savent pourquoi. Vous savez, la logique de l'humanitaire, parfois on gonfle les chiffres, on prend de l'argent et on fait autre chose avec cet argent. Je voudrais vous dire qu'on ne va pas faire le fonds de commerce sur le dos du gouvernement camerounais en disant qu'il y a une crise qui n'existe pas. C'est une crise qui est parfaitement maîtrisée par le gouvernement à travers les mécanismes mis en place. Donc, le plan d'urgence humanitaire et le comité national de désarmement et de réintégration. C'est des structures que dès lors que les gens déposent les armes, ils sont encadrés dans un centre de formation et à terme, ils peuvent retrouver le cours d'une vie normale. Le président leur a dit, déposer des armes, c'est-à-dire c'est une porte de sortie honorable pour ces enfants qui ont été induits en erreur par des rêveurs qui ont pensé que du jour au lendemain, on peut créer un État. Je ne sais pas quel est le pays du monde qui peut accepter ou cautionner la sécession. Nous sommes dans un monde globalisé. Alors, ce n'est pas le moment de parler de tout cela. Donc, je vous dis, d'abord, je tiens à corriger les chiffres. Il faudrait que j'étais à Genève hier, j'ai remis ce rapport au HCR en leur disant qu'au Cameroun, il y a 152 000 déplacés internes, il y a plus de 90 000 qui ont déjà... Et vous avez, et je suis obligée de vous interrompre, monsieur le ministre, vous avez pu passer en tout cas votre message, vous contestez en tout cas le nombre le chiffre qui concerne les déplacés internes donc au Cameroun. Et j'ajoute que la démarche de Human Rights Watch est une démarche conspirationniste contre les intérêts du gouvernement camerounais. Ce sont en tout cas vos mots à vous et on vous les laisse, monsieur le ministre. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est donc la fin de ce journal de l'Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est la suite de Paris Direct. Merci.